Des scénarios catastrophes, comme on les voit souvent dans les films de science-fiction, se sont réellement produits et l'humanité a vécu par le passé de grandes pandémies qui ont anéanti une grande partie de la population mondiale. La peste, déclenchée par une bactérie, un bacille Yersinia pestis, est la pire de toutes les pandémies passées. La peste noire du XIVe siècle a réduit de 30 à 50% en seulement quelques années les populations d'Europe, d'Asie et d'Afrique du Nord. Selon les régions, une personne sur 4 et une personne sur 2 et parfois bien plus ont été emportées par cette terrible maladie. Imaginez un peu les conséquences d'une maladie contagieuse qui réduirait le nombre d'habitants de votre pays, de votre continent et du monde de moitié en seulement 2 ou 3 ans. Imaginez les conséquences démographiques, économiques, politiques, sociales et psychologiques que cela engendrerait. Cela s'est déjà produit, au moins à ce qu'on en sait, à 2 reprises lors de la peste dite de Justinien du VIe siècle et lors de la peste noire du XIVe siècle, sans compter les innombrables recrudescences de cette maladie jusqu'au XVIIIe siècle. Comment les pandémies de peste historiques se sont-elles déclenchées? Quelle est leur origine? Leurs conséquences démographiques et sociales? Comment ont-elles modifié l'histoire du monde? Comment une bactérie peut-elle évoluer et devenir aussi virulente? Découvrir les mécanismes qui ont permis à la bactérie Yersinia pestis de devenir aussi dangereuse permettrait de mieux comprendre les processus d'apparition et de propagation d'autres maladies émergentes et d'autres pandémies telles qu'Ebola, grippe et autres infections bactériennes et virales. Une étude parue dans la prestigieuse revue scientifique Cell en octobre 2015 apporte un nouvel éclairage sur les origines et l'évolution de cette monstrueuse et abominable maladie. Qu'est-ce que la peste? Le mot peste dérive du mot latin pestis qui signifie fléau. Il était utilisé dans l'Antiquité et même au Moyen Âge pour désigner un ensemble de grandes maladies qui étaient considérées comme un châtiment de Dieu et qui tuaient un grand nombre de personnes telles que le choléra, le typhus, la variole et la peste. Plusieurs pandémies ont été rapportées par les historiens depuis l'Antiquité, mais seules 2 de celles-ci ont été attribuées avec certitude à la peste bubonique. Cette maladie était facilement reconnaissable grâce à ses symptômes, dont le plus évident est l'apparition de bubons, d'où son nom de peste bubonique. Tous les témoins de cette époque rapportent l'apparition de bubons au cou, derrière les oreilles, les aisselles et aux aines des victimes. La peste est provoquée par une bactérie, plus exactement un bacille appelé Yersinia pestis. Cette bactérie est transmise par les piqûres de puces qui se nourrissent du sang du rat noir, Rattus rattus. S'il est piqué, la personne tombe rapidement malade. Les symptômes de la maladie, appelée peste bubonique, apparaissent chez l'homme après une durée d'incubation de 2 à 6 jours, parfois un peu plus. La forme de peste transmise par la puce est caractérisée par une forte fièvre, un affaiblissement général, vomissement, hémorragie, diarrhée et gonflement du ganglion lymphatique de la région piquée par la puce, avec apparition de bubons. D'où son nom de peste bubonique. Il est mortel s'il n'est pas traité avec les antibiotiques dans 60 à 80% des cas. Cette forme de maladie peut évoluer s'il atteint les poumons à une autre forme encore plus mortelle, la peste pulmonaire, qui est très contagieuse. Elle se transmet d'humain à humain par les voies aériennes, par la toux et les éternuements. Il est mortel s'il n'est pas traité dans 100% des cas et conduit au décès dans 30 à 50% des cas, même avec des antibiotiques. En absence de traitement efficace, une infection générale par le bacille de la peste ou septicémie s'installe qui finit pratiquement toujours par la mort au bout de 3 jours. Depuis quand existe la peste? Dans une publication scientifique parue dans la revue Cell en 2015, Simon Rasmussen,
Un chercheur de l'université de Copenhague et ses collègues ont analysé l'ADN de la bactérie Yersinia qui provoque la peste sur 101 squelettes d'individus trouvés en Europe et en Asie datés entre 5000 et 3000 ans. Ils ont décelé la présence de l'ADN de la bactérie responsable de la peste dans les dents de 7 de ces individus. Les premières traces connues de la peste en Europe dateraient donc de 5000 ans. Les humains de l'âge de bronze pouvaient être infectés par cette terrible maladie, mais néanmoins avec une différence notable et très riche en enseignements sur l'évolution de cette maladie qu'on verra plus tard. La première peste avérée avec certitude est la peste dite de Justinien. Même si ce n'est probablement pas la première, c'est la plus ancienne grande pandémie connue causée par le bacille Yersinia pestis. Cette pandémie porte le nom de l'empereur de Constantinople de l'époque. On estime qu'il a fait plus de 25 millions de morts rien qu'autour du bassin méditerranéen. Les chroniqueurs de l'époque rapportent que la peste aurait débuté en Égypte en l'an 541, puis aurait atteint Constantinople en 542, où le nombre de victimes atteindrait entre 5000 et 10 000 morts par jour. Il aurait passé de port en port en suivant les voies maritimes commerciales de l'époque pour gagner tous les rivages de la Méditerranée. Une étude publiée dans la prestigieuse revue scientifique de Lancet en avril 2014, effectuée sur des squelettes de personnes mortes de cette époque, confirme avec certitude que l'ADN bactérien détecté dans les dents de ces squelettes est bien celui du bacille Yersinia pestis. Mais cette étude a aussi montré que l'origine de la pandémie n'est pas africaine. La souche trouvée, comme celle de la grande peste noire du XIVe siècle, serait originaire d'Asie, comme toutes les pestes ultérieures. En suivant les voies du commerce, qui à cette époque étaient maritimes et fluviales, la peste atteint les rives ouest de la Méditerranée, l'Italie, l'Afrique du Nord, la Gaule et pénètre dans les terres en suivant les fleuves tels que le Rhône. Il atteint aussi la Syrie et toute la Mésopotamie ainsi que la Perse. Par la suite, la peste revenait avec une certaine régularité, sans toutefois atteindre la sévérité de la première poussée, approximativement chaque décennie jusqu'à l'an 767. Puis disparaît complètement sans qu'on sache comment et pourquoi pendant presque 6 siècles. Les historiens pensent que la peste aurait changé durablement la carte du monde. En affaiblissant l'Empire byzantin, celui-ci aurait perdu une grande partie de son territoire avec les conquêtes musulmanes quelques siècles plus tard et aurait facilité l'anéantissement total de l'Empire perse par les armées arabes. Au 7e siècle, sous le règne du calife Omar, les armées musulmanes, qui ont déjà occupé une grande partie de la péninsule arabique et du Croissant fertile, étaient en chemin pour attaquer Constantinople et mettre fin à la domination de l'Empire byzantin en Orient. 25 000 soldats de l'armée musulmane qui siégeaient en Syrie meurent de la peste, soit presque 10 fois plus que pendant la bataille de Yarmouk. Un débat théologique s'engagea. Le calife Omar ordonna aux armées musulmanes de rebrousser chemin et de ne pas aller plus loin vers le nord, ce qui a probablement sauvé Constantinople de la domination musulmane pendant 7 autres siècles. La plus célèbre et la plus meurtrière des épidémies est la peste noire. Entre l'an 1347 et l'an 1352, elle a décimé de 30 à 50% de la population d'Europe, d'Afrique du Nord et d'Asie. C'était aux yeux des gens qui l'ont vécu l'incarnation du fléau absolu, c'était l'apocalypse de la fin du monde. Les témoignages historiques concordent tous pour indiquer que le point de départ de la peste noire en Occident serait la ville de Kaffa, en Crimée, dans l'actuelle Ukraine en 1347. Cette ville, à cette époque, était un comptoir commercial chinois. Les Mongols qui assiégeaient la ville sont touchés par la peste et ont enregistré un grand nombre de victimes. Voyant que leur siège était voué à l'échec, ils adoptèrent un nouveau type de guerre qu'on pourrait qualifier de la première guerre bactériologique de l'histoire. Ils décidèrent de catapulter les cadavres de leurs soldats morts de la peste au-dessus du muraille de la ville assiégée. La peste commençait à se propager dans la ville,
Pour fuir, les bateaux chinois prennent le large, mais certains membres de l'équipage étaient déjà malades. Ils font escale à Constantinople, à Messine, à Gênes, à Marseille, puis aux îles Baléares. Dès que l'épidémie se déclenchait, le bateau quittait pour le port suivant, ce qui ne faisait que propager la terrible maladie dans tout l'ouest de la Méditerranée. Mais les troupes mongoles n'ont servi que de vecteurs à la maladie. Son origine se situe bien plus loin dans les steppes d'Asie centrale, à l'Ouzbékistan actuel. Il y a eu une poussée de propagation du bacille en 1320 en Mongolie. L'épidémie a rapidement atteint l'Empire chinois. Des textes de l'époque rapportent que la population de Chine s'est brutalement effondrée sous l'effet de l'effroyable maladie entre l'an 1320 et 1340. Il est passé de 130 millions à seulement 90 millions d'habitants. La peste gagne ensuite les bords de la mer Noire en suivant les routes de la soie. Les ports ont servi de point d'entrée au bacille qui se propage partout en suivant d'abord les fleuves puis pénètre profondément dans les terres. Les unes après les autres, les grandes villes de l'époque sont atteintes. Marseille en 1347, Paris en 1348, l'Angleterre en 1350, la Scandinavie, l'Allemagne, pour retourner à son point de départ en Russie et l'Asie en 1352. Toutes les statistiques, malgré leur grande incertitude, montrent que la population de l'Europe a presque été réduite de moitié à la fin de la pandémie. Certains registres de données fiscales et registres paroissiaux de l'époque donnent une idée de l'ampleur de l'épidémie qui a touché tous les groupes d'âge et toutes les classes sociales. Exemple, à Brême en Allemagne, 70% de la population mourut, 50 à 60% à Hambourg. Ces chiffres sont effarants, mais il est très difficile d'estimer le nombre exact des victimes. Les historiens parlent d'une moyenne de 30 à 40% de la population de l'Europe, soit entre 25 et 40 millions de morts sur une population totale de 80 millions d'habitants. Puis il y a eu de nouveaux retours de la peste, approximativement chaque décennie, jusqu'au XVIIIe siècle. Selon les statistiques rapportées par Olivier Goetz-Janin dans son livre intitulé Population et démographie au Moyen Âge, la chute démographique suite à la famine du début du XIVe siècle et à la peste est telle que l'Europe de l'an 1400 est 2 fois moins peuplée qu'en l'an 1300. Il n'existe pas d'estimation précise pour le nombre de victimes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, mais tous les témoignages décrivent des scènes apocalyptiques. Il est probablement très juste d'estimer que le nombre de victimes de la peste, comme partout ailleurs dans le pourtour méditerranéen, est de 30 à 40% de la population d'origine. Quels que soient les chiffres, la pandémie de peste est certainement la plus grosse catastrophe que l'humanité a connue en si peu de temps. Les effets économiques, démographiques, sociaux et psychologiques sont difficiles à imaginer. L'ampleur de la catastrophe fut telle que les gens croyaient que c'était la fin du monde. Les gens mouraient par centaines et par milliers chez eux et dans les rues. Des familles entières étaient décimées. On disait qu'il n'y avait plus assez de vivants pour enterrer les morts, qui, faute de place, étaient souvent ensevelis les uns sur les autres dans des fosses communes. Aussi bien dans le monde musulman que chrétien, cette peste brutale et universelle est considérée comme une fatalité, un destin, un châtiment de Dieu, une colère divine pour les péchés des hommes. Comme lors de la peste de Justinien, on attribuait plutôt l'origine de la maladie au miasme, c'est-à-dire à l'air et à l'eau polluée, et surtout à un châtiment divin. Même si on savait que le contact avec les malades favorisait la maladie, on pensait plutôt que c'est parce que les personnes respiraient le même air corrompu. Les conséquences d'un tel désastre sont à peine imaginables. Cela a entraîné une désorganisation totale de la société. Le dépeuplement des villages et leur désertification a entraîné un abandon des champs agricoles, ce qui a coupé les chaînes d'approvisionnement des villes et des campagnes, entraînant une augmentation du prix des produits alimentaires, suivie de nombreux cas de famine. Certaines couches sociales, détentrices du savoir-faire, sont anéanties, entraînant une pénurie de main-d'œuvre. Les survivants demandaient des augmentations de salaire qui étaient impensables quelques années plus tôt. L'agent pathogène responsable de la peste
a été isolé, observé et identifié la première fois en 1894 par Alexandre Herzen, un ancien élève de Pasteur. C'est la bactérie Yersinia pestis. Elle découvre aussi que c'est le rat noir qui est le réservoir animal de la maladie, mais n'a jamais pu trouver l'agent vecteur qui transmettait la maladie du rat à l'homme. Yersin mettra rapidement au point un vaccin contre la peste, mais qui s'est révélé et qui est toujours très peu efficace. Paul-Louis Simon, un biologiste français, en remarquant des piqûres d'insectes chez les victimes, mettra lui en évidence en 1898 le rôle de la puce dans la transmission de la maladie du rat noir à l'homme. Pour comprendre comment le bacille de la peste devient soudainement aussi virulent et comment de telles pandémies de peste deviennent possibles, il est nécessaire de connaître la biologie des différents acteurs de cette maladie, le rat noir, le bacille Yersinia pestis et la puce du rat. Comme l'a montré l'étude publiée par les chercheurs dans la revue scientifique Cell en 2015, la bactérie était déjà présente depuis au moins 5000 ans et touchait déjà les populations humaines de l'âge de bronze. Mais l'étude génétique de la souche trouvée dans ces squelettes montre que la bactérie était loin d'avoir la virulence qu'on lui connaît aujourd'hui. Il a beaucoup évolué pour s'adapter à ses hôtes, le rat, la puce et l'homme. Comment? Au cours des 5 derniers millénaires, Yersinia pestis a acquis 2 gènes qu'il ne possédait pas avant. D'après ces chercheurs, sans ces gènes, sa transmission entre humains ne pouvait se faire que par voie aérienne ou par voie digestive, comme c'est le cas d'une autre bactérie très proche, Yersinia pseudotuberculosis. Aux environs de l'an 1000 avant Jésus-Christ, Yersinia pestis a acquis le gène YMT qui lui a permis de s'adapter et de survivre dans le tube digestif de la puce, normalement très hostile. Sans ce gène, la bactérie n'aurait pas pu être transmise par la puce. Il a aussi acquis le gène PLA qui lui a permis de coloniser les différents tissus humains et de passer dans le sang et la lymphe. L'acquisition du gène PLA a beaucoup augmenté la virulence de la bactérie Yersinia pestis. Une dizaine de bactéries qui le possèdent suffisent pour tuer une souris, alors qu'il en faut 1 million en absence de celui-ci. D'après ces études, les mutations ont dû se produire vers l'an 1000 avant Jésus-Christ. À partir de cette date, Yersinia est devenu capable d'engendrer de grandes pandémies de peste bubonique comme celle que l'humanité a connue. Le bacille de la peste va même jusqu'à modifier le comportement de la puce du rat noir, Xenopsylla chiopus, pour assurer sa survie. Comment? Xenopsylla possède la caractéristique d'avoir une formation épineuse dans le début de son tube digestif. Lorsque la puce pique un hôte septicémique en train de mourir, Yersinia pestis migre et se multiplie par millions à cet endroit. La bactérie finit par créer un blocage du tube digestif de la puce. Dès que la puce du rat noir suce le sang, il vomit et fait passer des millions de bactéries Yersinia pestis dans le sang de l'hôte. Une piqûre de puce de rat noir peut injecter 1 million de bactéries. De plus, comme la puce ne peut pas se nourrir normalement, affamée, elle pique frénétiquement tout hôte disponible, augmentant ainsi les chances de propagation d'Yersinia pestis. C'est la stratégie, entre parenthèses très intelligente, adoptée par la bactérie Yersinia pestis pour augmenter ses chances de survie. Beaucoup d'espèces de mammifères possèdent des puces qui leur sont spécifiques. L'homme ne fait pas exception. Il existe aussi une puce humaine sur Pulex irritans. Avec les mesures d'hygiène modernes, elle est en nette régression, mais elle est encore présente chez les personnes pauvres et sans abri. Plusieurs travaux effectués lors d'une épidémie de peste au Maroc au début du siècle tendraient à montrer un rôle de transmission de non seulement la puce de l'homme, mais aussi des poux de l'homme comme vecteur de la maladie. Est-ce que la peste représente toujours un danger?
Les vaccins utilisés jusqu'à présent se sont tous avérés très peu efficaces et présentent des effets secondaires graves et même mortels et n'ont aucune efficacité contre la peste pulmonaire. S'ils sont administrés à temps, on peut encore guérir de la peste avec des antibiotiques. Selon les statistiques du CDC américain, le taux de mortalité de la peste est de 66 à 93% sans traitement avec les antibiotiques et de 16% même avec un traitement antibiotique. La seule vraie protection contre la peste est la prévention de la maladie. Même s'il ne fait plus autant de victimes, la peste n'est pas éradiquée comme c'est le cas de la variole. On la considère même comme une maladie réémergente. Depuis le début du XXe siècle, le nombre de pays qui enregistrent des cas de peste est en constante augmentation et devient endémique dans certains de ces pays. Des épidémies de peste se déclenchent sporadiquement en Amérique du Sud et en Asie, mais le continent qui enregistre le plus de cas est l'Afrique. En 2013, l'Organisation mondiale de la santé a recensé plus de 783 cas de la peste dans le monde, dont 126 décès. Au cours des années 2014 et 2015, le pays le plus touché, Madagascar, a enregistré plus de 335 cas de peste. La peste sévit surtout dans les pays du tiers-monde, mais des cas sporadiques de peste sont recensés même dans les pays développés. Le CDC a dénombré 15 cas de peste bubonique aux États-Unis en 2015. Faut-il craindre une nouvelle pandémie mondiale de peste? Le génome de la bactérie lui confère un caractère d'adaptation inouï. La majorité des souches connues d'Yersinia pestis, heureusement pour nous, sont sensibles à des antibiotiques très communs. Mais en 1995, chez des malades atteints de peste bubonique, on a découvert une souche multirésistante aux antibiotiques. Les pandémies de peste, la grippe espagnole, le SRAS et autres maladies actuelles et futures nous donnent une leçon d'humilité. L'homme, malgré tous ses progrès, n'est qu'une espèce comme une autre. La nature aura toujours le dernier mot. Vous trouverez une liste de livres et d'articles ayant servi pour l'élaboration de cette vidéo dans les commentaires. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.